Bonjour et bienvenue à Mandalika. Bonjour ou Thomas, bonsoir, puisque la nuit commence à tomber en Indonésie. Ah bah il fait nuit déjà. Il fait nuit. Il est 18h30, il fait nuit. Donc voilà, le Grand Prix vient de se terminer et on a eu un vainqueur aujourd'hui qui s'appelle Jorge Martin, Martinator, qui renaît de ses cendres après la chute du sprint de la veille alors qu'il menait au virage numéro 16. Thomas Martin est le grand vainqueur du jour, imparable aujourd'hui tout simplement. Eh ben écoute, ouais, encore une fois, tu utilisais, pardon, excuse-moi, tu utilises les bons mots. Jorge Martin, effectivement, après son erreur d'hier, d'avoir chuté durant le sprint, s'est bien rattrapé aujourd'hui. Alors après, en conférence, il disait clairement que c'était quand même un petit peu de pression pour lui, parce que justement, après cette erreur d'hier et aussi celle de l'année dernière en course, il voulait quand même rallier l'arrivée et enfin, voilà, transformer l'essai sur cette piste qui lui réussit plutôt bien, puisqu'il a explosé totalement le record du tour en qualification hier. Donc, il n'y avait pas de raison, en tout cas sur le papier, qu'il ne puisse pas gagner avec haut la main, avec une bonne avance, quoi. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui, il l'a montré. Et il reprend un petit peu d'air au championnat, donc ce qui est plutôt bien pour lui avant d'aller au Japon, où il a gagné l'an dernier sous la pluie. On a une explication de la chute de samedi, puisque Martin, quand il est arrivé en conférence de presse, il disait bah, je ne sais pas pourquoi je suis tombé. Il faut que j'aille voir. Est-ce qu'à cet endroit du circuit, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de l'asphalte? Mais moi, la trajectoire, c'était la même que les tours précédents. Ce à quoi Bagnaia répondait quand je l'ai vu rentrer à la vitesse à laquelle il rentrait, c'était soit il gagnait avec 4 secondes d'avance, soit il finissait par terre. Est-ce qu'on en sait plus? Est-ce que Martin a reparlé de ça? Non, bah écoute, moi j'ai pas entendu ça en conférence de presse, donc peut-être qu'il en a reparlé, mais je ne crois pas. Et surtout, en fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que cette piste de Mandalika est très sale. En tout cas, quand tu sors de la trajectoire, c'est compliqué. On a vu toutes les chutes qu'il y a eu ce week-end. Je suis plus d'une centaine de chutes là, durant tout le week-end. Donc c'est pas un record cette saison, parce qu'il y en a eu plus, je crois, à Jerez, mais en toujours est-il que ça reste une piste compliquée. Donc l'erreur est vite arrivée et on le voit aujourd'hui. Alors effectivement, il y a eu un petit strike au début de course, mais on a eu 9 abandons quand même sur cette course avec 12 pilotes à l'arrivée. Donc une piste très délicate et surtout très éprouvante aussi sur le plan physique. Alors, on va reparler du championnat parce que c'est un bon coup pour Martin aujourd'hui. Mais avant, quelques mots pour le brillant second, Pedro Acosta, le meilleur pilote non Ducati du classement, le seul pilote non Ducati du classement dans le top 5. Pedro Acosta, alors on le voit ici sur l'image à droite, il commençait à sourire, mais on a eu une célébration de podium avec un visage assez fermé, puisque Thomas, pendant longtemps, et on a eu la crainte d'une pénalité pour infraction aux pressions de pneus. Enfin, voilà, il avait une pression trop basse par rapport à la norme demandée. Qu'en est-il là à 6h30 à Mandalika? Eh ben écoute, pas de presse, pas de problème de pression. Il y a eu plusieurs alertes, notamment aussi Brad Binder, donc un autre pilote KTM, et non, pas de pénalité retenue. Donc c'est bien parce qu'effectivement, on a vu quand même qu'il a fait tout le protocole, c'est-à-dire monter sur le podium, la cooling room, la conférence de presse qui est suivie. Ça aurait fait un peu bizarre de ne pas le voir au classement, enfin garder son podium à l'arrivée. Mais ouais, effectivement, comme tu le dis, premier pilote non Ducati, c'est que lui depuis le début de la saison qui évite qu'il n'y ait que des podiums 100% Ducati. Il a fait ça à Austin, il a fait ça en Aragon et il a fait ça encore aujourd'hui. Donc heureusement qu'il est là, on va dire, pour essayer d'enlever cette hégémonie Ducati. Il le dit bien lui en piste, hein, que la Ducati, elle est encore un peu plus au-dessus, elle est encore un peu au-dessus de la KTM et que lui, il n'arrive pas encore à faire la différence. Alors, il faut rappeler qu'il est rookie aussi, hein, même s'il a quand même maintenant pas mal de kilomètres au compteur depuis le début de la saison, mais il a encore il reconnaît qu'il y a encore quelques lacunes sur cette RC16 pour essayer d'aller faire la différence face au Ducati, quoi. Pedro Acosta qui fait partie donc du groupe KTM. Et là, il y a une nouvelle qui vient de tomber au moment où on allait prendre l'antenne pour cette vidéo. Prendre l'antenne, on n'est pas à la radio, mais voilà, vous m'avez compris. C'est qu'il va y avoir un changement chez chez KTM à la fin de l'année, le départ de Francesco Guidotti. Ouais, bah écoute, un peu, c'est dans la lignée de ce qui se passe aujourd'hui chez KTM, hein. On se sépare des recrues qu'on a fait du côté de chez Ducati. Ça s'est passé avec Starlacchini avant ou après je me rappelle plus, après le Grand Prix d'Allemagne. Ça s'est fait, il y a eu on va dire une réaffectation de Jiri Buola, l'ancien chef mécano,
de Bastianini qui était devenu race performer analyste chez KTM, qui est devenu le crew chief d'Augusto Fernandez pour préparer le retour ou l'arrivée de Bastianini avec Jérôme Bouola l'année prochaine chez Tech 3. Et donc maintenant, Francesco Guidotti, c'était une autre tête pensante recrutée chez Pramac il y a quelques années, et qui du coup, voilà, on lui a dit au revoir. Donc la volonté de KTM, c'est de recentrer ses efforts sur l'Autriche, on va dire, et plus sur l'Italie. Et voilà, donc c'est comme ça que ça se concrétise chez eux. Donc ça va vite, hein. On taille très vite dans le staff pour essayer de repartir sur des bases saines, comme j'imagine ils veulent le faire, quoi. Puisque tu parles d'Italie, le premier Italien de cette course, c'est Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia, vainqueur au point du Grand Prix, puisque si on additionne le sprint et la course, ça lui fait un total de 32 points contre 25 pour Jorge Martin du fait de sa chute. Alors Pecco, aujourd'hui, une course compliquée, un départ assez délicat. Il n'a pas parti comme au sprint où il était directement deuxième derrière Martin. Là, on l'a vu sixième en bagarre avec Marc Marquez, avec Bezzecchi, avec Morbidelli. Donc, il a perdu du temps. Et bon, troisième place, est-ce qu'il était content, Pecco, à l'arrivée? Et on peut imaginer que oui, il est content. Donc effectivement, comme tu le dis, au début, il a fait un départ, il a fait encore un mauvais départ, alors que hier, il avait fait plutôt un bon départ parce qu'il avait viré deuxième au premier virage. Là, ça a été plus compliqué. Et puis après, il s'est retrouvé, comme on dit, un peu dans le dragon emboucané dans le peloton, et il n'a pas réussi à s'en extraire comme il fallait. Et ensuite, il s'est retrouvé un peu il s'est retrouvé après dans le groupe des poursuivants derrière Acosta, loin derrière Acosta, avec Bastianini, Morbidelli et Bezzecchi. Et en fait, lui, il explique que il a mis plus de temps à doubler Bezzecchi, qui en fait lui roule sur une GP23, qui a apparemment plus de motricité que la GP24. Donc une fois qu'il s'en est débarrassé, il a pu doubler très facilement Morbidelli, parce que là, justement, il connaît la GP24. Et on a vu le dépassement de Bagnaia je vais y arriver, sur Bagnaia sur Morbidelli. On l'a Le vu ce décalage horaire. dépassement. Le décalage horaire. Mais Morbidelli il s'est fait doubler. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce déplacement. Il a doublé comme si Morbidelli avait freiné 50 mètres plus tôt, quoi. Et en fait, non, c'est parce il connaît les secrets de la GP24, et donc il a pu doubler que là où il voulait. Donc voilà, il assure la troisième place. C'est une bonne opération, hein, pour Bagnaia, qui en début de course, effectivement, on pensait même qu'il n'allait pas du tout terminer sur le podium. Alors, on a ici le classement sous les yeux. Donc, là, on va s'arrêter sur ce duel Martin-Bagnaia. Il y a maintenant 21 points d'écart. Il y en avait 24 au début de ce Grand Prix. Donc, Pecco en reprend 3. C'est un championnat où, plus que jamais, chaque point va compter, chaque erreur. Alors, c'est ce qu'on disait hier avec Thomas, c'est à la fin de la saison, quand celui qui va terminer deuxième va avoir répondre à la question « Où est-ce que tu as perdu le championnat ?» Il va y avoir un paquet d'exemples pour les deux parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs. Et Pecco, d'ailleurs, a parlé hier d'un championnat des erreurs. C'est-à-dire que le nombre de résultats blancs, il doit y en avoir 5, 6, 7 par concurrent, hein, pour Martin hier. Thomas, comment est-ce qu'on explique qu'il y ait autant de chutes parmi les deux leaders? De toute façon, après, c'est une lutte pour le pouvoir, hein. Il y en a un qui veut garder sa couronne et l'autre qui veut la ravir avant de partir chez la concurrence. Donc voilà, on peut imaginer que Martin, qui s'est senti un peu lésé de la part de Ducati et qui a dû signer chez Aprilia, lui qui pensait monter sur une moto rouge l'année prochaine, veut absolument partir avec le titre et la plaque de numéro 1. Après, ce qui est remarquable de la part de Martin, c'est qu'effectivement, c'est un expert, on va dire, en sprint, mais par contre, en course, c'est un peu plus, il est régulier, il est très régulier. Par contre, ce n'est que sa troisième victoire face à un Bagnaia qui, lui, a signé 7 victoires cette saison le dimanche, mais qui est un petit peu moins régulier, on va dire, sur la longueur face à Martin. Donc ouais, c'est comme il le dit, hein, c'est vrai que ça se joue un peu aux erreurs, mais comment l'expliquer? T'as 2 courses par week-end, t'as les corps qui sont mis à rude épreuve, ils sont tout le temps à la limite. Enfin, il y a tellement de paramètres à prendre en compte qui fait que aujourd'hui les pilotes peuvent vite commettre une erreur. Et on l'a vu hier avec Martin, hein, il était bien parti pour gagner, puis voilà. Ou alors Bagnaia la semaine dernière à Misano, où en fait on le voyait remonter, une troisième place lui aurait largement suffi. Non, mais il a voulu essayer d'aller chercher 4 points de plus ou 5 points de plus, ou non, 9 points de plus, et voilà, c'est parti d'un bac à gravier. Ouais, et c'est pour ça aussi le René de ses cendres, c'est que c'est la première victoire de Martin depuis le Grand Prix de France au mois de mai.
Alors ça paraît dingue parce qu'il est leader du championnat et il se bat pour le titre depuis quasiment depuis le début de la saison. Et non, il n'avait plus gagné depuis le Grand Prix de France au mois de mai. Euh, Thomas Pecco, hier aussi, il expliquait que ce championnat, on a l'impression qu'à chaque fois que l'un est en tête du général, eh ben, il va tomber et c'est l'autre qui va repasser devant. La semaine d'après, vice-versa. En fait, si on prend là le classement, on voit bien que quasiment chaque week-end, l'un des deux va commettre une erreur. Et Pecco disait que c'est plus facile d'être l'outsider que d'être le leader. C'est peut-être ce qui explique aussi pourquoi est-ce que voilà, on a cet état de fait. Ouais, après, tu peux même remonter un peu plus loin, parce qu'entre Bastianini et Marquez, hein, t'en as un qui gagne la Misano 2 et puis l'autre qui gagne la Misano 1. Donc, si tu veux, c'est un peu la même chose. Donc, effectivement, on est sur une lutte pour le pouvoir à chaque niveau. Donc, oui, tu résumes bien le truc, hein, de toute façon. C'est sûr, c'est comme ça que la course aujourd'hui se passe, là, pour les 4 premiers. Tu viens de faire une transition brillante parce qu'on allait parler de Bastianini et Marquez. Alors, ici, c'est Bastianini. Et là, c'est Marc Marquez. Tous les deux ont eu un résultat blanc aujourd'hui pour deux raisons différentes. On commence par Marc Marquez qui a dû abandonner sur un problème technique, le moteur qui a visiblement cassé de sa Ducati. Il était à la bagarre pour le top 5. Ce n'était pas un grand jour pour Marc Marquez. Son débrief, il explique qu'il avait des soucis de frein dans le week-end, ce qui a fait changer la moto ce matin. Et malheureusement, c'est cette moto-là qui a fini sur la remorque indonésienne. Concernant Bastianini, je te laisse développer ce qui s'est passé parce que c'était l'homme qu'on pensait qu'il allait être le protagoniste de la fin de course. Ah bah écoute, de toute façon, on le connaît, hein, Bastianini, c'est toujours un finisseur, comme on le sait. Il était bien parti là en relance. Il gagnait presque 2 dixièmes à chaque secteur en remontant sur Acosta. Et puis, bah, une erreur, alors je crois que c'est au premier virage. Il a chuté et puis voilà. De toute façon, il le sait, Bastianini, il le disait. Hein, de toute façon, il voulait absolument gagner. S'il veut se battre pour le titre aujourd'hui, il est encore un petit peu trop loin pour essayer à la régulière venir chercher les deux premiers. Donc voilà, une erreur en allant chercher la limite. Dommage, parce qu'effectivement, on aurait pu croire effectivement qu'il allait chercher Acosta, quoi. Un peu comme Pecco la semaine dernière, hein, à Misano, on pensait qu'il allait chercher les deux leaders et bah, il a chuté. Bah, là, c'est la même chose. Et pour le coup, là, il n'y a pas de doute puisque au moment où il tombe, Enea, il vient de faire le meilleur tour en course. Et donc là, c'est tout simplement qu'il a trop poussé. Il n'y a pas de facteur externe, de pneus, de pas Non. pneus. Non, non, non. Après, on peut imaginer oui, effectivement qu'il a trop poussé, comme exactement le même scénario, hein, que Misano 2 la semaine dernière. C'est l'envie de vouloir remonter. On sait qu'on a le meilleur rythme. Et puis, bon, après, voilà, je pense qu'il s'est peut-être un peu trop précipité. Mais de toute façon, il ne restait que très peu de tours aussi. Donc, il n'avait pas vraiment le choix. Donc, il était un peu pris par le temps. Il n'avait pas le choix. S'il voulait monter au moins en deuxième place, il fallait qu'il continue comme ça. Mais une troisième place, ça lui aurait permis peut-être de ne pas finir à 75 points du leader de Martin au championnat à 75 points. 37 x 2, bah, ça fait 2 courses d'avance. C'est ça. Et là, on en vient à la grande question. Il reste 185 points à prendre cette saison. Bastianini est à 75 points, Marquez à 78, 78 pour nos amis belges. Est-ce qu'ils sont toujours dans la course au titre? Alors la réponse aujourd'hui de Bastianini, c'était que ça fait très loin, 75 points. Et Marc Marquez, depuis le début, il martèle que tant qu'il n'aura pas la constance de Martin et de Bagnaia, c'est pas la peine de lui parler de couronne mondiale. Oui, là, 75 points, ça fait, comme je te disais, ça fait deux grands prix d'avance. Donc, il en reste 5, à moins d'une blessure ou un gros retournement de situation. Je vois pas comment Martin et Bagnaia ne seront pas les seuls à se battre pour le titre jusqu'à la fin. Donc, Bonjour Friné. ouais. Et voilà. Donc, tout est possible mathématiquement, mais effectivement, lui, il le reconnaît très volontiers, Bastianini, qu'il est loin, et Marquez ne joue pas à armes égales avec les 3 leaders. Donc, il n'est pas sur une GP24, donc forcément, ça se ressent, hein. Sur la piste, il chute 2 fois en Q2, enfin, il est à fond tout le temps, il n'a pas le choix. On en est où d'ailleurs de ce débat GP23, GP24? Parce que là, quand Marquez a commencé à gagner, on a vu certaines voix du paddock dire c'est la preuve qu'il n'y a pas de différence entre les deux motos, etc. etc. Bon, la réalité, c'est que les ingénieurs du Ducati eux-mêmes reconnaissent qu'il y a une différence. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu où est-ce qu'elle se fait cette différence? Par exemple, ici à Mandalika, où on a vu effectivement
les premières Ducati, c'est que de la GP24. Ouais, alors après, la GP24 utilise beaucoup mieux le nouveau Michelin qui a été introduit cette année. Et ensuite, la GP23, comme le disait tout à l'heure, du coup, j'ai arrivé, Bagnaia, elle a beaucoup de motricité sur ce circuit, qui est effectivement, ça porte ses fruits, parce qu'on a vu Gian Antonio se battre pas pour la victoire, mais en tout cas faire des belles passes d'armes avec Marquez. On a vu Bezzecchi se battre aussi pour le podium. Et donc Marquez, avant qu'il casse, aurait pu aussi très bien prétendre au podium à la fin de la course. Donc, il n'y a pas très peu de différence. Ça se joue sur des circuits différents, sur des tracés différents, mais surtout sur des asphaltes différents qui exploitent peut-être mieux le pneu Michelin introduit cette année, mais aussi de toute façon, la GP23, elle a été championne du monde. Donc, c'est une moto qui est aboutie. Ça se joue à très peu, encore une fois, hein, on le dit, hein, mais la GP23, c'est une moto qui est championne du monde. Bagnaia a gagné avec l'année dernière. Donc, il y a quelques évolutions qui ont été introduites effectivement sur la GP24, mais comme le disait, je crois que Pecco le disait en tout début de saison, la GP24, c'est vraiment un peaufinage et pas une révolution de la GP23. On change de constructeur, on passe chez Yamaha. On va parler de Fabio Quartararo. Fabio Quartararo qui a terminé 7e de la course de Mandalika. Donc 7e, il n'y a pas de pénalité devant lui, donc ça va rester comme ça a priori. Bon résultat qui redore un peu, enfin, lui remonte un peu le moral après la sprint d'hier où il avait le rythme, mais toujours ses soucis pour dépasser. Qu'est-ce que Fabio, alors on précise une belle remontée de Fabio parce qu'il était 13e au début de la course après les premiers virages. Qu'est-ce qui t'a dit de son Grand Prix? Ouais, globalement, après, Fabio est content des progrès qui ont été faits là sur les derniers Grands Prix. Même si pour l'instant, il ne veut pas, il saute pas au plafond, quoi. Il dit qu'il y a encore du travail à faire. Ils ont fait un step. La moto est plus agile. Ils sont passés sur un moteur un peu moins puissant. Et donc, ils retrouvent l'agilité qu'ils avaient sur la Yamaha. Après, ça reste aussi un circuit qu'il apprécie. C'est un circuit sur lequel il a quasiment toujours, enfin, il avait fait toujours podium jusqu'à présent. Son dernier podium en date, c'était ici même l'an dernier. Sa dernière pole position, c'était ici même il y a 2 ans. Donc, c'est un circuit qu'il apprécie. Après, au Japon, je pense que ça va être peut-être un peu différent, euh, où il va falloir bien freiner et surtout bien réaccélérer. Et c'est le propre du circuit de Motegi, hein. C'est un circuit où on freine beaucoup et on accélère fort. Et on verra la semaine prochaine si c'est la tendance qu'on a pu apercevoir à Misano 1 et 2 et ce week-end à Mandalika se confirme à Motegi dans quelques jours. On enchaîne avec l'autre tricolore, Johann Zarco. Lui, il aime beaucoup le Japon. Il a gagné son premier Grand Prix là-bas en 125 en 2011. C'est ça, de 2011, oui. Face à Nico Terol notamment. Johann Zarco qui a fait performer Honda ce week-end. Le seul pilote Honda à se battre dans le top 10. Loin devant les autres Honda d'ailleurs. Johann Zarco qui finit 9e, le meilleur résultat pour le HRC en course longue cette saison. Au lendemain d'avoir terminé déjà 8e du sprint, ce qui était déjà le meilleur résultat de Honda en sprint cette saison. Johan, content. Ah bah écoute, content, c'est ce qu'il a dit. Par contre, course éprouvante et week-end éprouvant d'une façon générale parce qu'il est passé en Q1. Il est frustré de ne pas être passé en Q2 directement vendredi pour 86 millièmes de seconde. Ça s'est joué à très peu sur un tour où il a commis peut-être une erreur. Et ensuite, il a passé par la Q1, donc ça l'a éprouvé aussi physiquement parce qu'il fait vraiment très très chaud dans ce circuit. Très 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 chaud. Se mettre à fond en Q1, se mettre à fond en Q2, et ensuite après le sprint. Et re-enchaîner le lendemain avec la course qui a été particulièrement éprouvante. J'aurais dû t'envoyer une photo pour qu'on puisse l'afficher, mais effectivement, il a eu déjà très chaud avant même de monter sur sa moto. Donc, en montant sur la moto, c'était compliqué. Il a beaucoup bu au début, il avait plus d'eau à la fin, durant la fin de course. Donc, mais ça n'empêche pas d'avoir réussi à faire un step, un peu comme Fabio. Lui, il arrive alors, s'il lui manque toujours à l'accélération sur la Honda, il a réussi à trouver ou à gagner au freinage. Donc, au freinage, comme il disait, ça peut, comme je le disais tout à l'heure, à Motegi, sur un circuit qui freine et qui accélère fort, alors peut-être que l'avantage qu'il aura au freinage pourra compenser ce qu'il perd à l'accélération. Donc, il est curieux de voir ce qui va se passer la semaine prochaine à Motegi. Mais en tout cas, c'est là où il a fait un step, c'est sur le freinage. Donc, maintenant, il reste à corriger l'accélération, mais ça va intéressant à voir la semaine prochaine. Finalement, on est un petit peu dans les clous de ce qu'annonçait Alberto Pucci en début de saison. Il disait les progrès, on commencera à les voir en deuxième partie de championnat. En plus, Honda n'a pas eu de chance. Quasiment tous les tests
qu'ils avaient, les tests privés, ont été gâchés par la pluie. Donc, ça a retardé les évolutions. On est finalement. Alors, ce qui peut paraître trompeur, c'est que pour l'instant, c'est seul Johan qui parvient vraiment à exploiter cette Honda et à pouvoir se battre avec d'autres constructeurs. On a eu un Grand Prix plus compliqué pour les pilotes Repsol. Il me semble que Nakagami, de mémoire, il fait 13e, c'est-à-dire ou 11e, 11e. 11e. Ouais, et 11e. donc c'est avant-dernier de cette course. Oui, Et ouais, puis ouais. loin, loin. Alors, on va reprendre les écarts. Je les ai sous les yeux. Il est à 27 secondes. Voilà, il a 27 secondes. C'est incroyable. La mémoire que tu as, je suis en admiration. Alors, il est à 27 secondes et Jojo, il termine à 15 secondes. Donc, il y a 12 secondes d'écart entre les deux pilotes. Ça fait beaucoup. Et comment est-ce que tu expliques que c'est Johan qui, pour l'instant, arrive à passer ce step? Est-ce que c'est l'expérience? Est-ce que c'est parce qu'il a plus cette capacité que les autres? Aussi, voilà, on en parlait avec Johan l'année dernière et même en début de saison. Il est plus le fait que, voilà, que sa carrière soit déjà en grande partie faite, il arrive à être plus serein et moins pressé dans cette étape Honda, contrairement à d'autres comme Joan Mir par exemple. Joan Mir qui a aussi passé déjà pas mal de temps avec Honda et on imagine que l'accumulation de chutes, l'accumulation de déceptions peut atteindre psychologiquement. Ouais, après c'est curieux parce que moi j'ai posé cette question justement à Johan tout à l'heure. Je dis comment tu expliques que les deux pilotes Honda qui performent aujourd'hui, c'est lui et Nakagami. Ce sont les deux premiers pilotes Honda au classement. Je crois qu'il y a que 3 points d'écart entre Zarco et Nakagami. Et les autres, je crois que Joan Mir a marqué quelques points. Je pense que ça va être un peu moins de 20. Et puis très très compliqué pour Marini. Je pense que c'est 5 points. Je 5 crois même points. que Pedrosa sur une pige a réussi à marquer plus de points que lui-même. Donc, Johan m'expliquait qu'il sait pas et il veut pas se prononcer sur le sujet parce qu'il sait pas du tout pourquoi il y a une différence entre les deux teams entre guillemets. Alors après, ce qu'on sait, c'est que les deux teams développent différemment. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment deux développements simultanés. On peut le voir notamment au niveau de la selle de la RCV sur la sur celle de Marini et de Mir, c'est pas du tout les mêmes que celles qu'utilisent Takaki et Nakagami et Johan Zarco. Donc, développement différent, des styles de pilotage différents. Et comme tu le disais, effectivement, il y en a un qui Nakagami qui a voulu faire ses preuves pour essayer peut-être de garder un guidon en MotoGP, donc peut-être qu'il s'est senti un peu plus motivé. Marini qui passe l'année dernière de faire la pole ici même en Indonésie et qui se retrouve bon là il a chuté, c'est pas de sa faute, il s'est fait percuter un sauf erreur au début de course. Joan Mir qui en plus d'être blessé ou l'année dernière, mais qui en plus là il a été malade à Misano. Enfin, il y a pas mal ils sont plus chat noir qu'autre chose, quoi. Donc Ouais. tout un tas de choses externes qui fait que aujourd'hui ça se passe comme ça, quoi. Donc je pense que on pourra avoir posé la question à Joan en début de week-end. L'arrivée d'Aleix Espargaro va peut-être mettre aussi un petit coup de boost sur le projet de la RCV pour justement accélérer un peu le développement, parce que là aujourd'hui il n'y a que Stéphane Bradl qui fait le développement de la Honda. La suite, rendez-vous au Grand Prix du Japon dès le week-end prochain. On vous remet la diapo. Martinator renaît de ses cendres ici à Mandalika. Il va essayer de confirmer au Japon. Il avait gagné l'année dernière une course qui s'était arrêtée sous drapeau rouge. Thomas, rendez-vous à Motegi. T'arrives quand là-bas? J'arrive, alors à Motegi, j'arriverai le jeudi, mais après j'arrive à Tokyo mardi matin très très tôt. Écoutez, Thomas, on va te laisser aller prendre ton avion. Ici, en Europe, j'ai le World Superbike d'Aragon. Donc, encore de la moto aujourd'hui. On a au total entre MotoGP, 3 courses et Aragon aujourd'hui, il y a 1, 2, 3, 4. Ça fait 7 4. courses sur la Ouais. journée. Ouais. Ben voilà, on est gâtés. Donc, merci à tous et puis passez un bon dimanche de moto. Et merci Thomas. Je t'en prie. Alors, on se voit la semaine prochaine.